Il est 9h08, nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Mabrouk Chetouane. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT Investissement Managers. Alors, la semaine prochaine a lieu la prochaine réunion de la BCE. C'est un événement très attendu par les investisseurs qui espèrent une augmentation des mesures non conventionnelles de la part de Mario Draghi. De votre côté, chez BFT Investment Manager, quel est votre scénario concernant cette prochaine réunion de la BCE ? Alors, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est une réunion qui est extrêmement attendue. Elle est d'autant plus attendue que on rentre dans une configuration historique en quelque sorte, puisque les banques centrales les deux principales banques centrales, la Fed et la BCE, vont entre guillemets faire le grand écart. Donc on est vraiment dans un contexte historique en termes de politique monétaire. De notre côté, en termes d'attente concernant les annonces prochaines de Mario Draghi, on attend effectivement une extension du QE, donc plus de quantitative easing dans la durée, donc une extension temporelle. A priori, l'autre arme qu'il pourrait utiliser pour pouvoir étendre son QE, c'est prendre dans le bilan de la Banque Centrale Européenne d'autres titres, qui ne sont pas en fait uniquement des titres d'État. Et l'autre mesure, bien évidemment, qui fait bien parler d'elle en ce moment, c'est la baisse du taux de refinance, baisse du taux de dépôt, pardon. Donc, mais ça, vous estimez que c'est nécessaire à l'heure actuelle de voir ces mesures supplémentaires alors qu'on a quand même des signes de reprise de la croissance européenne? Alors, effectivement, on se pose la question et les Allemands également sont assez inquiets et on fait entendre leur voix en quelque sorte ces derniers temps, puisque les Allemands en fait indiquent qu'il est beaucoup trop tôt à ce stade pour pouvoir effectivement étendre le quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Nous, ce qu'on pense effectivement, c'est que la Banque Centrale Européenne est inquiète sur le front de l'inflation, ce qui justifie effectivement peut-être une augmentation de la taille du QE ou de la durée du QE. Implicitement, en fait, ce que ça signifie par ailleurs en diminuant le taux de dépôt, c'est que la Banque Centrale Européenne a implicitement un objectif de change. Donc elle cherche effectivement à maintenir le taux de change de l'euro-dollar relativement bas, de manière à booster encore les exportations de la zone euro et peut-être importer de l'inflation, ce qui permettrait de rejoindre plus rapidement son objectif d'inflation de 2%. Ouais. Alors vous en parliez, on va avoir sûrement une décorrélation des politiques monétaires entre la grande majorité finalement des banques centrales qui sont dans des processus de politique monétaire accommodante et de l'autre côté la Fed qui va donc sûrement relever ses taux mi-décembre. Quel serait l'impact sur les marchés de cette hausse des taux de la Fed? Alors l'impact direct et l'impact immédiat de ce relèvement des taux directeurs, qui est par ailleurs très attendu aujourd'hui par les marchés, donc il n'y aura pas vraiment de surprise, ce sera une dépréciation, on l'a déjà dans le marché, une dépréciation du taux de change euro-dollar. Donc ça effectivement c'est plutôt de nature à être plutôt bénéfique pour les marchés d'actions européens, pour les valeurs européennes, qui sont notamment très exposées sur le commerce international. Donc avec une diminution supplémentaire de l'euro, on aura effectivement des profits qui pourront être mieux orientés pour 2016 notamment. Donc c'est plutôt bénéfique pour les classes d'actifs risquées, notamment les actions. Ouais. Sur les marchés, c'est déjà dans les cours, vous dites? Oui, c'est déjà pricé. Donc la première hausse de taux est effectivement est déjà pleinement intégrée dans les marchés, dans le taux de change notamment, et dans les courbes des taux. Maintenant, en fait, ce qui va être très attendu côté opérateur de marché, ça va être la communication de la Fed. Sur le rythme? Exactement. Donc sur le rythme d'augmentation, quel va être effectivement peut-être un taux cible des taux des Fed Funds pour 2016, 2017. Donc on attend des informations supplémentaires sur le calendrier de normalisation. Sachant qu'il y a surtout cette échéance électorale aux États-Unis fin 2016, enfin ce sera en 2017, mais donc la campagne va commencer donc mi-2016. Ça pourrait donc avoir un impact sur ce rythme de relèvement des taux? Il est possible effectivement que la Fed décide de faire une pause au moment justement des élections pour ne pas prendre parti, ne pas favoriser entre guillemets un candidat ou un parti. Maintenant, ce que l'on voit à nous, c'est que fin 2016, début 2017, va se poser la question du ralentissement cyclique du point d'inflexion en fait, de la croissance économique américaine. Et donc dans ce cadre-là, est-ce que la Fed va poursuivre sa normalisation alors que l'économie américaine va rentrer dans un cycle de croissance un peu plus faible, mais c'est un ralentissement cyclique attendu, ou va-t-elle poursuivre sa normalisation monétaire? Donc il y a vraiment d'importantes questions qui se posent en termes de calendrier, à la fois politique, mais aussi quand on regarde un peu le cycle de croissance américaine. Aujourd'hui, vous estimez que la croissance américaine est suffisamment robuste finalement pour justifier ce relèvement des taux?
Oui, effectivement, la croissance a montré une certaine forme de résilience, notamment par rapport au choc entre guillemets de cet été, parce que la révision du PIB, qui a été la seconde estimation du PIB pour le troisième trimestre, a été révisée à la hausse. On a un PIB qui croît à 2,1% en rythme annualisé, soutenu par la consommation et soutenu principalement donc par des facteurs internes. Donc on a une économie américaine qui est relativement immune au choc externe, une dynamique interne qui se tient relativement bien, un marché du travail qui continue de créer des emplois et on commence à voir effectivement des augmentations de salaire, ce qui sera de nature à soutenir davantage la consommation américaine qui pèse pour 70% du PIB. Alors il reste quand même la question de l'inflation due à la baisse des prix du pétrole qui impacte cette inflation. C'est l'objectif de toutes les banques centrales, c'est d'avoir une inflation à peu près à 2%. On n'y est pas, même aux États-Unis, on n'y est pas. Est-ce que vous pensez finalement qu'on pourrait voir cette inflation remonter courant 2016 ? Alors, on attend une remontée de l'inflation pour 2016. Alors, il y a une petite précision sans doute à apporter. L'inflation américaine, quand on la mesure hors composante volatile, est quasiment à 2%. Donc elle est à 1,9%. Donc ça, c'est un premier élément en fait, qui conforte la Fed dans son scénario d'une part d'inflation. Le second élément, c'est qu'on va avoir progressivement une disparition de ce qu'on appelle donc, des effets de base liés à la diminution des prix de l'énergie. Donc on va voir en fait mécaniquement, donc c'est juste des effets techniques, une remontée de l'inflation totale pour le début de l'année prochaine. Pourtant, les prix du pétrole ne sont pas sur une tendance haussière, là, ils ne sont pas en train de remonter. Donc c'est quoi? C'est qu'il y a eu des couvertures qui ont été mises, donc qui vont faire que on va avoir cette inflation remontée. Comment ça se fait? Non, en fait, quand on compare tout simplement l'inflation énergétique, donc sur un an, on s'aperçoit que les prix avaient déjà commencé à baisser fin de l'année 2014. Et donc, quand on calcule un taux de croissance sur la base de niveaux qui sont comparables, vous allez avoir en fait une contribution de l'inflation énergétique qui va être nulle, alors qu'elle est aujourd'hui très négative, ce qui pousse effectivement l'inflation totale en territoire négatif ou en territoire relativement faible. Donc cette disparition mécanique de ce qu'on appelle un effet de base va exercer une pression haussière sur l'inflation totale. Mais c'est un effet purement mécanique pour le moment. Donc bien évidemment, si les cours de l'énergie restent très faibles, ça va peser de nouveau sur l'inflation totale et ça risque de peser quelques difficultés pour la Banque centrale américaine et même européenne en termes de politique monétaire. Ouais. Vous avez parlé des devises tout à l'heure, avec cet effet qu'il peut y avoir donc, avec les décisions des politiques monétaires donc là, dans la BCE dans quelques jours et la Fed dans une semaine. Est-ce que vous estimez qu'on est aujourd'hui dans un contexte de guerre des devises entre les différentes banques centrales? On a la Chine aussi, la Suisse qui toutes surveillent leurs devises, leur monnaie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément acté, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on constate? Alors, la guerre d'échange, effectivement, tout le monde la craint. La thématique est revenue encore plus sur le devant de la scène lorsque la Chine a décidé de modifier sa règle de détermination de taux de change. Alors, la guerre d'échange, c'est, entre guillemets, ça ne nous paraît pas effectivement un scénario probable, puisque les banques centrales coopèrent entre elles. Elles ont tout intérêt à coopérer pour, entre guillemets, amplifier l'efficacité de leur action. Alors pourquoi est-ce que les banques centrales aujourd'hui se focalisent implicitement sur le taux de change? Aucune banque centrale n'affiche de cible explicite. C'est tout simplement parce que c'est le canal de politique monétaire le plus efficace en quelque sorte. Donc si on veut jouer sur la croissance et sur l'inflation, on va jouer sur le taux de change. Donc elles vont coopérer entre elles pour pouvoir atteindre leur cible de taux de change, mais ne vont pas se livrer à une guerre d'échange, puisque ce sera contre-productif et destructeur en quelque sorte de richesse et de croissance. Vous êtes positif sur les marchés pour 2016 ? Alors, on est positif, alors ça dépend de quel marché on parle et de quelle zone. Marché action européen. Donc, on est positif sur les marchés d'actions européens, moins sur les marchés d'actions américains. Donc, on a cette conjonction, cet alignement des planètes qui est favorable à la zone euro, à une devise faible, donc qui est amenée à se déprécier davantage. Des cours de l'énergie qui restent relativement faibles, qui resteront faibles pour l'année prochaine, et des taux d'intérêt encore faibles. Donc, ce qui devrait effectivement constituer un driver, du moins un facteur de soutien, pardon. On pourrait avoir donc une année 2016 en hausse. Sur les marchés d'actions, oui. Maintenant, après se pose l'autre question des marchés émergents. Est-ce qu'il est temps ou pas de rentrer sur ces marchés? Donc, c'est quelque chose qu'on a sous surveillance pour le moment. Merci beaucoup, Mabrouk Chetouane, donc le responsable de la recherche et de la stratégie chez BFT Investment Managers. Merci beaucoup. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.